Bonjour à tous, on commence un autre chapitre sur l'énumération. Ce chapitre est un peu spécial parce qu'il est plus lié au scanning, parce que derrière le scanning, il y a toujours l'énumération. Si vous faites des formations comme par exemple la CEH, vous allez voir que l'énumération, généralement, on lui dédie un chapitre. Après, bon, peu importe, c'est quelques notions basiques qui sont plus liées à l'énumération. Nous, ça ne coûte pas grand-chose, on va le faire et comme ça, on va terminer toute la partie liée à l'énumération et le scanning. Du coup, comme je vous ai dit, il y a ceux qui considèrent l'énumération comme un élément du scanning. Il y a ceux qui considèrent le scanning, l'énumération, c'est une partie à part entière, indépendante totalement du scanning. Peu importe les définitions, on peut les appeler comme on veut. Le plus important, c'est qu'on arrive jusqu'à les faire. Du coup, dans la phase d'énumération, après le scan, le but, c'est qu'une fois on scanne, on arrive à comprendre qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, etc. On fait l'énumération. Le but de l'énumération, c'est que dans cette phase, l'attaquant va créer des sessions de connexion actives avec le système et il va effectuer des requêtes directement sur la cible. L'attaquant utilise après les informations récupérées pour identifier les vecteurs d'attaque possibles sur la cible. On peut parler de différents types d'énumération, sur les ressources réseau, sur les ressources partage réseau, sur par exemple les tables de routage, énumérer les systèmes d'audit, énumérer le SNMP, le DNS, les noms des machines, les users et les groupes, les applications et les bannières, etc. Du coup, vous voyez qu'il est possible de quand même récupérer énormément d'informations. Du coup, ça se passe par différentes techniques. L'extract, par exemple, des noms d'utilisateurs en utilisant les emails, l'extraction des informations en utilisant le mot de passe par défaut. Ça peut se faire via l'extraction des noms d'utilisateurs SNMP via le brute force de l'Active Directory et puis l'extraction l'extraction des différents groupes d'utilisateurs et l'extraction des informations en utilisant le protocole DNS. Du coup, quels sont les services et les ports à énumérer? Pratiquement, j'ai envie de dire, tous les ports les plus utilisés qui font tourner des services importants pour l'entreprise, comme par exemple le DNS sur les ports TCP UDP 53. On peut parler également de l'utilisation de SNMP sur le port 161. On peut parler de l'utilisation de ports LDAP sur des services LDAP sur le port 383 ou l'utilisation quoi encore? Des services NetBIOS par exemple sur le port 137, l'utilisation par exemple des services de messagerie SMTP sur le port 25 ou l'utilisation des trappes SNMP sur le port 162 ou encore l'utilisation des protocoles comme le SMB sur le port que je me rappelle plus, 400 et quelque chose, je crois 445 si je me rappelle comme ça de mémoire, peu importe. Du coup, quand on parle de l'énumération NetBIOS, on parle principalement de l'énumération qui permet de récupérer le nom NetBIOS, qui est le nom unique à 16 caractères ASCII qui est utilisé pour identifier les composants dans un système. Du coup, 15 caractères sont utilisés pour le nom de périphérique et le 16e est utilisé pour le type de service ou le type d'enregistrement utilisé. Alors, comment se fait l'énumération NetBIOS? Se fait de différentes manières. D'abord, avant de dire comment se fait, peut-être je vais vous dire à quoi elle permet. Elle permet de lister les ordinateurs appartenant à un domaine. Elle permet de lister les ressources partagées dans le réseau par le hôte. Elle permet de lister les politiques des mots de passe. Et puis, il y a principalement la commande nbtstate que vous pouvez faire tourner sur une machine Windows qui va vous donner des informations sur les machines cibles en question. Par exemple, vous pouvez tourner le nbtstate-c. Ça pourra vous donner des informations directes ça pourra lister le cache des noms distants, y compris les adresses IP. Et puis, vous pouvez même faire le nbtstate. J'ai pas envie de la faire sur la machine, mais bon, c'est pas très compliqué. La commande est très simple. nbtstate .-a et vous mettez l'adresse IP par exemple. Vous pouvez récupérer et lister les noms de tous les ordinateurs distants. On va faire un petit tour rapide des différents outils existants qui permettent de faire de l'énumération, en particulier l'énumération NetBIOS. Il y en a énormément d'outils, mais vraiment énorme. Le but, c'est ici d'essayer de vous montrer quelques-uns. Par exemple, vous voyez un outil
comme Global Network Inventory. C'est un outil assez complet qui vous permettra de faire des scans spécifiques. Du coup, ici, il vous suffit juste de lancer votre scan pour avoir la liste des périphériques qui sont connectés sur votre réseau. Il est possible également d'utiliser le périphérique, par exemple le Advanced IP Scanner. C'est aussi un outil très simple à utiliser. Il vous suffit juste de choisir la plage d'adresse ici. Par exemple, je choisis le 192.168.1.20 jusqu'à 40 et puis à partir de là je clique sur analyser pour me récupérer la liste des machines qui existent ici ou la liste des machines qui sont configurées. Et là on voit bien la 27 qui est mon Kali, la 28 qui est ma machine Kali, puis la 28 qui est Metasploitable, la 26 je crois c'est la machine Windows en question, avec des informations comme l'adresse IP, l'adresse MAC, etc. Vous pouvez explorer encore plus la machine en récupérant plus d'informations. Enfin je sais pas, c'est pas grave. Il établit la connexion avec la machine, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Vous pouvez prendre un contrôle intégral sur la machine, de l'affichage, prendre un telnet avec, le transfert de fichiers vers la machine. Vous voyez que c'est des outils qui sont très importants, par exemple dans le cadre de la maintenance des machines ou la prise en main à distance, etc. Ça peut servir également de scanner le réseau local pour savoir les machines actives, etc. Mais ça permet également de faire de l'énumération et la récupération des informations sur les cibles. Un des outils aussi les plus puissants dans la matière également, on liste le Soft Perfect Network Scanner, qui est un outil également assez complet qui offre un panoplie d'options et d'outils qui vont vous permettre pratiquement de faire les mêmes opérations liées à l'énumération. Du coup, une fois vous prenez la main sur le réseau parce que vous avez fait la phase de footprinting, vous avez fait la phase de scanning, vous connaissez maintenant les infos de réseau, vous arrivez à scanner le réseau convenablement, il est possible d'arriver jusqu'à récupérer ce genre d'informations et accéder jusqu'à la machine, avoir son adresse MAC, avoir son adresse IP, et puis vous allez voir la liste des options que vous pouvez insérer ici. Un des outils type couteau suisse dans la matière, c'est l'outil qui est NetScan Tools, NetScan Tools, pardon, il s'appelle comme ça, qui est un outil très complet dans la matière et qui permet de faire énormément de techniques, énormément d'options, comme par exemple scanner les ARP cache, les ARP ping, les ARP scan, les caches forensiques et puis les connexions monitor, les adresses IP publiques, le DHCP Server Discovery, il découvre les DNS Tools. Bref, c'est un outil très très complet et qui permet de faire énormément d'actions de vérification, de détection, de récupération d'informations, etc. Et c'est un outil, comme je vous ai dit, qui permet quand même de vous faire énorme. Par exemple ici, on peut le planifier pour envoyer des requêtes ARP spécifiques à la machine. Ça nous permettra de récupérer l'adresse MAC de la machine, interagir avec elle et récupérer des informations spécifiques de celle-ci. Et puis on peut aller faire énormément plus d'options comme la découverte des serveurs DHCP sur le réseau ou la découverte de plus d'informations existantes sur le réseau. Du coup, on peut avoir des informations encore beaucoup plus avancées ici. Vous voyez les MAC adresses to manufacturer. Du coup, ça vous permettra de détecter quelle est la MAC adresse, elle est de quel manufacturer, elle est de quel constructeur spécifique, via la première partie de la MAC adresse qui nous permettra de détecter cela. Network Interface and Statistics, Network Connection Endpoints, ça vous permettra de récupérer les endpoints connectés sur le réseau. Du coup, bon, je donne un peu trop d'infos, c'est pas grave, c'est connecté sur ma machine physique. En tout cas, c'est une machine utilisée que pour les labs, hein, ça sert pas à grand chose, il n'y a pas mes données dedans, peu importe. Du coup, par exemple, il y a les Subnet Calculator, ça permettra de faire deux SSL certificats scanner, ça permettra de faire le SNMP Advanced, des fonctionnalités Core SNMP ou même avancées dans le SNMP, ça permettra d'assurer des fonctionnalités de test de serveur SMTP, le SMB pour les partages de fichiers, ça permettra de servir également comme TCP terminal, ça permettra également de faire les traces routes, que ce soit en mode graphique ou en mode ligne de commande. Ici, vous pouvez lancer un graphic call
un graphical trace route et ça vous permettra de faire un petit tour du monde avec la carte, etc. Ça vous précisera, par exemple ici, si vous mettez une adresse de destination spécifique, ça vous l'affichera directement en mode graphique. Il est mieux de le faire avec une adresse publique, comme ça vous allez voir les étapes, l'acheminement, etc. Moi, j'ai pas envie de le faire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir plus, le Whois, etc. Bref, vous voyez, vous comprenez, le NetScan Tool, c'est un outil très puissant qui permet le scan des périphériques dans un réseau et c'est un outil très pratique dans un réseau local, par exemple, pour la récupération et la maîtrise des informations totalement sur le réseau. Et puis, ça fonctionne avec le système de scan et vous permettra de faire l'énumération totale et globale de tous les outils. Je préfère vraiment que vous l'installiez, que vous preniez du temps avec l'outil pour essayer de le maîtriser, pour essayer d'exploiter la totalité des fonctionnalités qu'il offre. Comme je vous ai dit, c'est un outil assez complet qui offre énormément de fonctionnalités. Ça peut aller jusqu'à les network interface wireless, les network interface et les statistiques sur les network interface. Ça vous permettra, bref, de faire énormément de choses. Par exemple, le table de mappage des adresses IP avec les adresses MAC, etc. Ok, du coup c'est un outil qu'on a vu, on va dire, dans sa globalité. Après, vous avez un autre outil qui est assez bien également et très simple à l'installation et l'utilisation. Je pense qu'il n'est même pas installable, il suffit de le double-cliquer, c'est tout, qui s'appelle NetBIOS, Enumerator, pardon, et c'est un outil également qui vous permettra de faire de l'énumération NetBIOS et la récupération des informations. Par exemple ici, vous voyez, on récupère bien les informations sur le Windows 11 et puis à partir de là, on peut lancer des requêtes SNMP, on peut travailler, interagir à distance avec la machine et faire différentes actions de récupération et d'énumération d'informations. Je pense qu'on a vu, on va dire, les principaux outils les plus connus, les plus célèbres dans la matière. Après, j'ai bien envie qu'on aille voir qu'on discute rapidement de l'énumération LDAP. Pourquoi on parle de l'énumération LDAP? LDAP, je pense que tout le monde le connaît, c'est le protocole qui permet de gérer les services distribués des annuaires. Du coup, les sessions LDAP fonctionnent de la façon suivante. Les connexions seront faites au DSA sur le port 389, c'est le Directory System Agent qui envoie la requête et puis on va transmettre après l'information de serveur au client. C'est ce qu'on appelle le BER, le Basic Encoding Rule. Je vais arrêter de faire cette un peu théorie qui ne vous servira pas trop. Le LDAP, c'est le protocole qui permet de gérer les annuaires électroniques de l'entreprise, comme l'Active Directory par exemple. Si vous avez déjà fait des éléments Windows, si vous ne connaissez pas très bien ce que c'est l'Active Directory et le Windows, on a une formation ici de 4 ou 5 vidéos, quelque chose comme ça rapide, qui vous permettra de comprendre comment installer un AD, ce que c'est un AD, etc. Bon, ça vous permettra de comprendre ce que signifie un annuaire électronique dans une entreprise. Pour faire simple, l'annuaire électronique, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est l'élément le plus important d'une entreprise parce que c'est lui qui permet de lister la totalité des objets existants, qu'ils soient un humain, un ordinateur, un groupe, etc. C'est ce qui fait que c'est l'élément le plus ciblé par les attaques et l'élément qui nécessite le plus de sécurité et protection en matière de sécurité de système d'information dans une entreprise. C'est ce qui fait que les attaquants dans ce genre d'attaque d'énumération essayent toujours d'exploiter les requêtes LDAP dans le but de récupérer les informations d'identification ou d'authentification et pour cela ils utilisent des outils comme par exemple un outil de Microsoft qui est l'Active Directory Explorer qui est très simple. Il vous suffira juste de l'installer et puis de l'utiliser avec le renseignement des informations de l'AD, le nom de domaine, le user et le mot de passe et puis c'est bon. Moi je n'ai pas d'AD ici et je vous avoue j'ai la flemme d'installer un nouvel AD rien que pour vous montrer cela. Je ne pense pas que cela vaut vraiment le coup. Après il y a autre énumération très importante qui est l'énumération SNMP. Le protocole SNMP, je pense que tout le monde le connaît, c'est le protocole de supervision réseau qui permet de récupérer ou de gérer les informations entre les clients SNMP et les informations de monitoring et de gestion entre les clients SNMP d'un côté, qui sont les serveurs, les PC, les routeurs, les switches, bref, tous les équipements d'une entreprise, et puis le serveur SNMP de l'autre côté, c'est le serveur qui va stocker toutes les informations d'administration.
Le protocole SNMP se compose de deux éléments principaux, comme on l'a dit, le serveur d'un côté et l'agent ou le client de l'autre côté. Et puis le SNMP contient deux éléments, c'est la read-only community, c'est la communauté read-only et la communauté read-write, celle qui permet la lecture et l'écriture en même temps. Le fonctionnement de SNMP est basé sur la base des données MIB. Du coup, c'est une base de données qui contient la liste des informations, la liste... Allez, je vais la traduire encore mieux, je vais la vulgariser. C'est comme un dictionnaire qui permet à un serveur SNMP de comprendre un client SNMP de l'autre côté. Si un switch envoie des datas, c'est pas comme si un routeur envoie des datas. Si un Cisco envoie de data, c'est pas comme un Microsoft, etc. C'est ce qui fait que la base de données MIB est là pour récupérer les différentes informations et nous faire comprendre quelles sont les informations échangées entre le client et le serveur SNMP. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut scanner un port SNMP par exemple pour voir comment cela fonctionne et si cela d'ailleurs fonctionne ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Comme ça, on peut faire un petit sudo su, comme ça on se débarrasse des problèmes de demande de mot de passe à chaque fois. Et puis on peut lancer un scan SNMP avec la commande par exemple su-p161 et puis on choisit l'adresse qu'on souhaite, par exemple 192.168.1.28, et à partir de là il va me dire que sur le 1.28 qui est la machine, la Metasploitable, je n'ai pas de port SNMP utilisé. Si j'utilise par exemple le 1.18, il va me dire que le port SNMP est filtered. Autrement dit, il y a un pare-feu installé sur la machine qui ne permet pas l'accès à la SNMP. Du coup, si je mets par exemple 30, vous allez voir que ici, on peut scanner les informations SNMP. Il va nous dire parce qu'il est open, le port est open. Du coup, il est possible d'utiliser le protocole SNMP, bien qu'il est filtré parce qu'il y a un pare-feu utilisé également. Mais le port ici, il est bien ouvert. Ce qu'on peut faire ici, du coup, si vous voulez faire la simulation, il vous suffira d'aller installer juste un client SNMP ici, de l'autre côté, de côté de la machine cliente. Par exemple, ici sur la VM Windows, si vous voulez l'installer, il vous suffira d'aller juste dans les paramètres, applications, et puis dans les fonctionnalités facultatives, ici, applications, et puis dans les fonctionnalités facultatives, vous allez trouver le protocole SNMP ici. Du coup, afficher les fonctionnalités, vous faites SNMP, vous allez trouver les SNMP WMI et le protocole SNMP. Moi, c'est déjà installé pour moi. Du coup, vous choisissez directement le protocole SNMP. Du coup, moi, si je viens ici dans les installer déjà, vous allez trouver le protocole SNMP. Installez ça et puis, deuxième lieu, installez le fournisseur SNMP WMI qui ne vous servira pas à grand chose, mais c'est pas grave, installez-le. Et puis après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller chercher les services de l'ordinateur, services, exécuter les services en tant qu'administrateur sur la machine et ça va vous ouvrir la page des services. Vous allez juste chercher les trappes SNMP et vous allez chercher, je ne sais pas, c'est pas ouvert, je pensais que c'était ouvert. Du coup, on va écrire service ici, service, pas service. Il va vous chercher ici les trappes SNMP. Du coup, essayez de trouver les trappes SNMP ici et le service SNMP. Du coup, si vous voyez que le SNMP service est activé, tant mieux pour vous. Sinon, les trappes, je ne sais pas comment on les appelle en français, elles sont là. Les interruptions SNMP, faites en sorte que ça soit automatique, que ça soit actif et automatique, en cours et automatique. Et en bas, vous avez quelque part le service SNMP qui traîne quelque part ici. Faites en sorte aussi qu'il soit en fonction et automatique. Et puis avec les propriétés ici, il vous sera possible de l'activer, automatique, démarrer, etc. etc. Encore, qu'est-ce que je voulais dire? À partir de là, par exemple, il est possible, si vous souhaitez avec le Nmap, utiliser par exemple le protocole SNMP pour générer ce qu'on appelle le script, un script qui existe déjà dans Nmap qui s'appelle SNMP brut. Autrement dit, c'est un script qui va nous permettre d'essayer de récupérer des informations sur le protocole SNMP de la communauté utilisée, etc., etc. Du coup, il paraît que j'ai pas de communauté configurée et tout, mais quand même, on a des informations de SNMP qui est déjà configurée ici.
ou des informations de SNMP qui existent déjà. Du coup, ce qu'on peut faire après, on peut aller un peu plus loin en essayant de faire de l'énumération SNMP avec la commande SNMP check. Elle est déjà là, je l'ai déjà testé. Du coup, on peut l'utiliser avec la commande SNMP check ici, -t avec l'adresse IP de destination, et puis on précise la communauté publique et on lui demande de nous donner toutes les informations nécessaires, ce qu'on appelle le -c, le pipe mort. À partir de là, il va nous lancer l'outil SNMP check. Il va nous afficher quelques messages de c'est ça, de no response, etc. Mais il ne va pas nous servir beaucoup, il ne va pas nous donner beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas vraiment un serveur SNMP proprement dit installé avec les communautés, etc. Mais vous allez voir que quand même ce genre de choses vous permet à des hackers de récupérer des informations qui sont cruciales, très importantes en matière de sécurité, parce que ces informations vont contenir énormément de data sur la communauté SNMP utilisée, sur les trappes SNMP échangées, et puis sur les ports ouverts, les ports surveillés, etc. Et puis ça pourra servir de risque très important en matière de protection de l'entreprise. Attention, le SNMP, c'est le protocole qui permet de faire, là, il suffit juste d'avoir la version et c'est déjà pas mal. Et puis, attention, comme je vous ai dit, le SNMP, c'est le protocole qui fait le monitoring de l'entreprise. Et du coup, prendre la main de ce protocole-là, ça pourra avoir un effet ou un impact quand même assez dévastateur et assez dangereux au sein de n'importe quelle entreprise. Qu'est-ce que je voulais dire encore une fois? Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir ici également dans le cadre de l'énumération? Il y a aussi l'énumération NTP avec le Network Time Protocol. C'est le protocole qui permet la synchronisation de l'horloge des périphériques qui utilise le protocole UDP 123. Du coup, les attaquants généralement manipulent les requêtes NTP pour récupérer des informations qui leur faciliteront son exploitation, comme par exemple les hôtes connectés au serveur NTP, les adresses IP des clients dans le réseau, les adresses IP internes, etc. Du coup, il y a des commandes que vous pouvez faire tourner sur le NTP pour essayer de récupérer ou tirer des informations, comme le NTP par exemple, le NTP trace, ça vous permettra de tracer le chemin jusqu'à le serveur NTP. Je ne l'ai pas ici. Après, il y a des commandes comme le NTPDC, ça ne va pas fonctionner. NTPDC, c'est une autre commande. Je ne sais pas si je l'écris bien ou pas. Il ne la détecte pas. Je ne sais pas. Il l'écrit pas très bien. Tac. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Après, il y a le NTPQ également, qui est une commande de NTP qui vous permettra après d'insérer différents types d'options sur le NTP si vous souhaitez faire des opérations de suivi de NTP, des opérations d'énumération, des opérations de récupération d'informations. Du coup, ici, comme je vous ai dit, je n'ai pas l'impression que ça va fonctionner principalement. Oups, qu'est-ce que je fais là? Hop, je fais comme ça. Après, on peut utiliser par exemple le NTPQ-PN pour essayer d'avoir des informations de NTP utilisées. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas moi de NTP installé ici. Mais l'essentiel, c'est de savoir que ça existe et comment faire avec et comment faire face avec. Et puis, il y a encore l'énumération SMTP et l'énumération DNS qui sont aussi des informations qui sont très importantes à récupérer. Quand on parle de ces deux protocoles qui sont les protocoles SMTP et les protocoles DNS, c'est les protocoles qui permettent de gérer la messagerie, c'est les protocoles aussi qui permettent de gérer les services de nom. Le DNS maintenant, on le connaît très bien, je ne pense pas qu'il y ait un souci avec. Du coup, le protocole SMTP fournit trois commandes, le Verify, l'XPEN et le RCPT. Le RCPT, je crois que ça se prononce comme ça, le RCPT-TO, je crois. Et du coup, les attaques ou les attaquants peuvent directement interagir avec le SMTP via Telnet ou avec le SMTP via les différentes informations existantes. Par exemple, ce qu'on peut faire, il y a une commande de SMTP qui est très connue à l'utilisation comme le SMTP user enum. Par exemple, SMTP user enum, elle est là. Et puis, on interagit avec le Verify pour lui dire « Donne-moi les informations de user MSF admin sur le compte 192.168.1.28 » et du coup, à partir de là, il va nous dire qu'il y a un résultat qui a été trouvé et puis le compte MSF admin existe bien, il a bien un compte de messagerie sur le compte 192.168.1.28. On peut voir par exemple le compte admin sur la machine
30, admin sur la machine 30, je ne sais pas ce qu'il va afficher comme résultat. Et puis là-dessus, non, il ne nous affiche pas de résultat, du coup, il n'y a pas de souci. Et puis, on peut voir ici que quand même, on arrive à récupérer des informations grâce à l'énumération avec le mode de récupération qui était la requête verify, le worker process, les targets, etc., le user qui a été trouvé, le port sur lequel on a fait l'écoute, etc. Et puis, quelques informations en haut sur l'utilisation de la commande SMTP enum. C'est pareil pour le protocole DNS, il est possible de faire le même principe comme DNS enum. Il est possible de récupérer des informations, par exemple, depuis un DNS serveur sur des sites spécifiques, par exemple scanme.nmap.org. Je ne sais pas ce qui se passe. Tac. DNS serveur. Ah oui, il faut préciser le DNS serveur, pardon. Par exemple, on va faire le 8888 et à partir de là, il va nous récupérer des informations sur, par exemple, ici l'adresse. On peut se permettre de le faire sur Google. Moi, j'aime pas trop le faire. Vous savez que scanner les sites, c'est quelque chose d'interdit, mais j'imagine que sur des sites très géants comme Google, on peut se permettre. Et là, vous voyez, il vous récupère les détails des informations de DNS existants en passant de name server, les différents serveurs de domaine qu'utilise Google, le nom de domaine, l'adresse IP du Google correspond à quel nom de domaine, et puis les noms des serveurs de domaine Google, les mail serveurs de Google avec les détails des adresses IP de chacun. Et après, il va essayer de faire même le transfert de zoning, histoire de récupérer toutes les informations disponibles. Attention, ces infos sur Google sont vraiment disponibles publiquement, du coup, c'est pas très méchant en soi de les montrer, même si, je répète, scanner, analyser des sites, c'est quelque chose de très dangereux. S'il vous plaît, pensez à ne le faire que sur des sites où vous êtes autorisé à le faire. Du coup, c'est vraiment très important. Et là, vous voyez, il est en train de faire du brute forcing sur le DNS-TXT de DNS enum pour essayer de récupérer la totalité des sous-domaines de Google. Du coup, ça permettra même de énumérer la totalité des sous-domaines de Google. Vous voyez la puissance de l'outil utilisé. Et puis à partir de là, il vous récupérera la liste des classes d'adresses IP utilisées. Il continue encore à fonctionner pour vous récupérer encore plus d'informations. Et vous voyez la puissance quand même de l'outil qui reste très très fort. Après, il y a l'outil Fierce également, permettra plus ou moins de faire la même chose. Mais bon, on a vu l'un, je pense pas que c'est utile de les voir tous. Alors, quelles sont les contre-mesures? Comment on peut faire en sorte de faire face à ce genre d'attaque? Il faut penser, par exemple, pour le SNMP, à supprimer les agents SNMP. Il faut penser à changer les noms des communautés par défaut, parce que les communautés par défaut, elles ont toutes des noms par défaut. Du coup, il faut penser à les changer. Préférez le SNMP version 3 qui permet d'ajouter la fonctionnalité de sécurité et d'authentification. Et puis, pensez surtout à mettre en place des politiques de sécurité SNMP comme les ouvertures de ports, les fermetures des ports, les mots de passe très renforcés, les communautés en version 3, des noms de communautés différentes. Bref, il y a un certain nombre de bonnes pratiques de sécurité SNMP. Pensez à les appliquer toutes pour éviter des problèmes liés à la sécurité de SNMP. Également pour les DNS, et pensez à éviter les DNS zone transfert ou le transfert des zones DNS. Vérifiez le partage des informations privées sur les serveurs DNS et puis surtout utiliser des services DNS premium et performants qui offrent un minimum d'informations sur les disponibilités ou sur les informations sur les bannières des serveurs, etc. Pareil pour le SMTP, pensez à ignorer les emails à des destinations inconnues, à ne pas inclure l'adresse de serveur sensible et puis à désactiver toutes les informations liées aux options OpenRelay des serveurs SMTP. Pareil pour le LDAP, il faut penser toujours à utiliser le chiffrement SSL lors des échanges LDAP. Pensez toujours à renforcer les politiques de sécurité et des accès. En tout cas, si vous travaillez dans des entreprises de taille très importante comme les grands groupes, là on n'en parlera même pas, il y aura toute une équipe qui se chargera de la sécurité de l'Active Directory. Dans les grands groupes, les multinationales, etc., vous pouvez trouver une équipe de 5 à 10 personnes qui sont chargées juste de la sécurité de l'AD, tellement c'est très important et très puissant comme outil. Du coup, dans les tests de pénétration, à quoi peut servir l'énumération? Ça peut servir à différentes choses. L'énumération permet à un attaquant d'identifier les comptes utilisateurs valides, de récupérer les ressources partagées, d'avoir des détails et des informations sur le réseau et les applications. Et puis, vous avez compris cela très très bien, l'énumération reste un élément
clé dans la préparation d'une attaque parce que juste après, on va attaquer, c'est bon, on récupère la totalité des informations. Ce qui se passe après, c'est l'attaque. Du coup, généralement, si vous faites les process d'énumération dans les tests de pénétration en suivant la méthodologie CUH, vous allez travailler à trouver les adresses IP, trouver les plages des adresses IP, à calculer les masques de ce réseau, à découvrir les hosts actifs, à effectuer des port scanning, faire des énumérations, que ce soit du NetBIOS, de SNMP, de LDAP, de SMTP, de DNS, etc. Et puis penser au final à faire un petit reporting qui permettra de lister toutes les failles rencontrées et toutes les mesures nécessaires pour la contre-mesure. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on est à 30 minutes, c'est bien, on a fait un petit chapitre rapide, c'est rare où on fait un chapitre en une vidéo, tant mieux pour nous. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous tous et à la prochaine vidéo, merci.